deal au départ, c'était, voilà, les vaincus soutiennent le vainqueur à la primaire socialiste. C'était, on est d'accord, c'était le contrat. Ben, c'est même pas un deal, ça s'appelle la démocratie. Si aux élections, vous vous dites à la fin, ah ben, écoutez, j'ai pas gagné, celui qui a gagné, je suis pas d'accord avec lui, donc je n'accepte pas son élection, ben, il n'y a plus de démocratie. Tout simplement ça. Le principe de la démocratie, c'est qu'on concourt à une élection et qu'on accepte le verdict, c'est-à-dire le choix des électeurs. Si une fois que les électeurs ont choisi, vous dites eh ben, écoutez, non, finalement, je considère que le résultat n'est pas bon parce que je n'ai pas été élu, et il n'y a plus de démocratie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces symboles-là, mais au-delà de ça, vous évoquez des ralliements. On se rallie à quoi? On se rallie au fait de laisser les écoles recruter elles-mêmes leurs enseignants, c'est le programme d'Emmanuel Macron. À l'augmentation de la CSG pour les retraités, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Au fait de contrôler les chômeurs, et s'ils ne refusent 2 offres d'emploi, même très loin de chez eux, on leur supprime l'indemnisation, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Pour sanctionner un petit peu les chômeurs qui ne cherchent pas vraiment. Et ça, M. Rebsamen l'avait dit il y a quelques années, il y a des chômeurs qui ne cherchent pas vraiment. Oui, mais vous croyez que les chômeurs sont volontaires d'être chômeurs, vous croyez qu'à La Réunion, les gens... C'est pas moi qui dis ça, c'était François Rebsamen. Moi, je ne crois pas à cela. Moi, je pense que l'essentiel des personnes qui sont au chômage cherchent à retrouver un travail. Et que la priorité, aujourd'hui, ça n'est pas de sanctionner les chômeurs, c'est par exemple de constater que le patron de la BNP, quand il supprime 200 agences, il s'octroie une augmentation de 700 000 euros. Vous trouvez ça normal, vous? Ce sont des fonds privés, Enfin, d'accord, mais si vous trouvez ça normal, c'est qu'une caissière, quand elle vole une tablette de chocolat, on la licencie, pendant qu'un chef d'entreprise qui licencie, lui, dans sa société, s'augmente. Est-ce que mais c'est ça, la présidentielle. Il y a des arguments qui justifient tout. Là, forcément, cet exemple, en tout cas, c'est vrai qu'il est très parlant, très fort, mais est-ce qu'il est vraiment représentatif de la réalité selon vous? Mais quand ça vous arrange, c'est pas représentatif. Moi, j'observe qu'il y a des choix à faire dans une élection présidentielle. Et moi, je considère que dans une élection comme celle-là, il ne faut pas poursuivre sur la voie de solutions qui n'ont pas marché. Ça fait 20 ans qu'on explique qu'en facilitant le licenciement, qu'en diminuant la rémunération du travail, la France ira mieux et qu'on fera de la croissance. Ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle moi je propose des solutions nouvelles, dont le revenu universel. On en parlera tout ça. Et que je mets sur la table comme une solution aujourd'hui, justement pour sortir les gens de la pauvreté, mais surtout mieux rémunérer le travail de ceux qui travaillent, ont un boulot, mais sont mal payés. On y reviendra, Benoît Hamon, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 11h, on a encore du temps. On rappelle que durant cet entretien, nous allons discuter de votre programme pendant une demi-heure, et ensuite, eh bien, les auditeurs auront la parole, pourront vous poser leurs questions pendant une vingtaine de minutes. Alors, en admettant, Benoît Hamon, que vous ne soyez pas au second tour, même si vous refusez cette perspective, évidemment, mais en admettant, que va devenir le Parti Socialiste, aussi bien à l'échelle locale que nationale? Puisque là, ce qu'on constate actuellement à l'échelle locale, et M. Christian Annette du PS est là dans nos studios, c'est que c'est un parti qui se délite actuellement. Vous ne partagez pas ce constat? Vous êtes en forme, vous, hein Non, mais je constate. Non, mais Monsieur Hamon, pardon. Mais attendez, je peux répondre si je fais l'interview, je peux faire votre interview, si vous voulez. Allez-y, répondez, mais c'est juste constater. Non, mais vous constatez. Moi, mon objectif, c'est pas le Parti Socialiste, c'est pas de maintenir en vie le Parti Socialiste, ça n'a pas de sens. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Moi, je veux améliorer la feuille de paye des gens. Vous me parlez de Parti Socialiste. Écoutez, on en parlera après les élections présidentielles, voulez-vous? Vous êtes là en train de me dire, écoutez, Monsieur Hamon, admettez que vous puissiez perdre l'élection. Je me souviens de confrères à vous qui, avec la même assurance, me disaient avant la primaire, quand j'étais à 8%, Benoît Hamon, admettez que vous perdiez la primaire. Ben, j'ai gagné la primaire. Non, mais le Parti Socialiste, c'est quand même votre parti, vous y êtes attaché quand même. Mais je suis attaché, mais en même temps, je suis attaché à la politique à gauche, je ne suis pas un fétichiste des appareils. Donc je vous dis simplement ce que moi, je ne suis pas candidat sur des idées qui sont des idées, je crois, positives. C'est gênant d'être associé au PS après un quinquennat pas forcément populaire de François Hollande. D'être soutenu par d'immenses personnalités aujourd'hui du Parti Socialiste. Pas par François Hollande en tout cas pour l'instant. Mais parce qu'il est président de la République, et que quand on est président de la République, on ne s'engage pas dans une campagne présidentielle comme cela, il donnera son avis. La logique voudrait, en tant que socialiste, que, en tout cas, ils vous soutiennent, ce serait la logique. Oui, mais bon, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques dans cette élection. Je vous le confirme. Voilà, donc on verra pour la logique plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de ces aspects de soutien, c'est de me préoccuper des conditions de vie de mes concitoyens. Et je ne parle que de ça. Voilà. Alors, un chiffre, Benoît Hamon, le nombre de chômeurs a baissé de 2,6% en 2016 dans les Outre-mer.
Mais à La Réunion, par exemple, on compte tout de même 22% de demandeurs d'emploi. C'est en baisse, mais c'est énorme. Est-ce que vous assumez ce bilan, Benoît Hamon, où vous dites ça c'est François Hollande, c'est pas mon problème, c'est pas moi? Mais non, c'est pas. Si, c'est mon problème. Ouais. Parce que le chômage, c'est mon problème. Et quand ça baisse, c'est une bonne nouvelle, mais ça n'est pas assez. On ne peut pas tolérer encore longtemps qu'on puisse avoir dans un département comme celui-ci, dans un territoire comme celui-ci, 22% de personnes au chômage. Et quand on regarde les jeunes, c'est encore plus catastrophique. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on sort progressivement de la situation. Celui qui vient ici avec sa petite baguette magique et vous dit qu'il a la solution, celui-là, c'est un imposteur et un menteur. Donc moi, je me préoccupe d'abord de faire en sorte que les filières dans lesquelles la Réunion a plus de chances que d'autres territoires, les énergies renouvelables, la biodiversité, le numérique, où il y a énormément de choses qui se font, dans ces filières-là, il y ait davantage d'argent public pour qu'il y ait davantage d'entreprises qui se créent, davantage de soutien à l'initiative privée et davantage d'emplois. Deuxième chose, je veux que demain, on puisse avoir un revenu universel d'existence. Pourquoi? Pas simplement pour soulager la vie difficile des gens, mais à partir du moment où vous donnez un meilleur revenu à celui qui travaille comme à celui qui ne travaille pas, que fait-il de ce revenu? Il le consomme. En le consommant, il remplit le carnet de commandes des entreprises. Et en remplissant le carnet de commandes des entreprises, cela crée de l'emploi. Donc moi, je veux avoir une stratégie qui soit une stratégie qui parie sur l'avenir. C'est celle qui ce sera la mienne. Et regarde avec lucidité. Voilà, c'est pas un héritage. La situation qui est celle de la Réunion, elle est difficile. Réjouissons-nous que le chômage est un peu reculé, mais incontestablement, quand il est à 22%, ce n'est pas assez. Vous êtes très attaché à ce que vous appelez la moralisation de la vie publique, hein, Benoît Hamon. Quand on vous parle, et on va venir au fond après, hein, je vous rassure, mais c'est important de démêler le vrai du faux. Quand on vous parle par exemple du coiffeur de François Hollande, de l'affaire du scooter ou de Julie Gaillet, ça vous gêne ça ou pas concrètement? Écoutez, s'il y a bien un président de la République qui a été honnête, c'est François Hollande. Vous pouvez lui faire tous les reproches. Et moi, vous savez que j'ai eu des désaccords avec lui. Ouais. Mais pas... On rappelle que vous êtes un frondeur quand même. Hein. Oui, je suis surtout un ministre qui a fait 2 lois, dont une loi qui a été très utile aux Français, qui après a exprimé un désaccord avec le président de la République. Que nous avons assumé, lui comme moi, et d'ailleurs en parfaite intelligence. Mais s'il y a un reproche qu'on ne peut pas faire à François Hollande, c'est pas celui d'avoir voulu d'abord moraliser la vie politique. Si aujourd'hui vous savez tout de mon patrimoine, quand je suis candidat, c'est parce que François Hollande a voulu agir dans ce domaine-là. C'est lui qui s'est séparé de Cahuzac quand il a vu qu'il trichait quand on a... Ça a mis du temps quand même, Benoît. Ça a mis du temps. Et comme par miracle, ça a mis beaucoup moins de temps pour se débarrasser de Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, parce qu'on était un petit peu quelques semaines après l'affaire Fillon. C'est incroyable. Mais dans les autres gouvernements, il y avait toutes sortes de mises en examen. On est d'accord. Vous avez un candidat à la présidentielle corrompu qui s'appelle François Fillon. Vous me dites que François Hollande a mis du temps à se débarrasser. Ça a mis quand même quelques mois. Ça a mis quelques mois, monsieur. Ça s'appelle Hamon. le temps de la justice. Tant qu'il n'y avait pas la démonstration qu'il avait menti, c'était un peu compliqué de le faire. Le jour où il a menti, la décision a été prise immédiatement. Bruno Le Roux, ça a été plus rapide. Mais Bruno Le Roux, c'est sa décision. C'est sa décision. Ben voilà, mais on n'est pas dans la même. D'abord, c'est pas comparable. Il n'y a pas quelqu'un qui avait un compte en Suisse. C'est pas exactement la même chose. Il y a quand même le parquet national financier qui peut-être, et qui a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire. D'accord, mais qui a justement contribué à moraliser tout cela? François Hollande. Aujourd'hui, je vous dis, vous savez tout de moi, vous savez que j'ai une Opel Corsa, l'appartement que j'ai, exactement combien il y a sur mon compte en banque, grâce à quoi? Grâce à des lois et des choix politiques qui ont été faits par François Hollande. Alors, bon, j'ai des désaccords avec lui, mais là-dessus, au moins, reconnaissons-lui d'avoir voulu clarifier les choses. Et si aujourd'hui, les Français savent que François Fillon, comme Marine Le Pen, je le dis comme Marine Le Pen, sont exposés à des enquêtes qui justement les mettent dans une situation qui est une situation l'un comme l'autre compliquée, c'est à raison du fait qu'on a fait un effort considérable en matière de moralisation de la vie publique. Et j'ajoute une chose, avec le respect de la justice. Moi, je considère que, et pour François Fillon et Marine Le Pen, l'un comme l'autre, pour François Fillon, ce serait difficile qu'il soit candidat encore s'il était en Allemagne, mais il y a la présomption d'innocence. Moi, je ne remets pas ça en cause. Donc la présomption d'innocence, elle existe. Aujourd'hui, ils devront se justifier, pour l'un notamment d'avoir reçu des jolis cadeaux. Hein, parce que vous parlez des costumes à 13 000 € notamment, oui, qu'il a rendus. Il les a rendus, les costumes. C'est drôle à qui? Parce que comme c'est des costumes sur mesure... c'est une bonne question, effectivement, il a dit chez David Pujadas qu'il les avait portés entre-temps, c'est vrai. Alors, on va quand même parler un petit peu du programme. Vous dites ce matin dans le quotidien, il y a une très belle interview à retrouver dans le quotidien, que le bilan Hollande dans les Outre-mer, je parle, est positif. Mais là encore, que vont penser les 22% de chômeurs ici à La Réunion quand vous dites que le bilan dans les Outre-mer est positif? Je dis que les engagements qu'il avait pris, il les a tenus.
il a tenu la plupart de ses engagements, ce qui est déjà pas rien, ce qui ne veut pas dire... Inverser la courbe du chômage. Mais ce qui ne veut pas dire, vous avez vous-même dit qu'il baissait, Oui, mais moi on a dit tous les deux, mais c'est pas assez. Moi je ne suis pas là pour me pencher juste sur le passé, je suis là pour vous dire quelles sont mes propositions sur l'avenir, parce que ça fait quand même 20 minutes, vous me dites, on va parler bientôt de votre 10 minutes, 10 minutes. Ouais, mais vous êtes sympathique, mais le temps c'est cool, mon cher monsieur. Et donc, on en parle, vous avez parlé du revenu universel oui, déjà, on va développer après. Heureusement que je mets le pied dans la porte, parce que sinon ce serait compliqué. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que aujourd'hui, sur cette question du chômage, dans une île comme la Réunion, où on sait les contraintes de l'insularité, on connaît les inégalités qui existent, moi c'est à cela que je veux m'attaquer. Alors comment? Moi j'ai pris un engagement ferme. D'abord, je ne baisserai pas les dotations aux collectivités locales comme François Fillon et Emmanuel Macron proposent de le faire. Deux, je mobiliserai un fonds de 2,5 milliards d'euros pour l'ensemble des Outre-mer. Avec le plan égalité réelle. Exactement, 500 millions d'euros par an sur les travaux d'infrastructure. Prioritairement, il y a quoi ici? Il y a le très haut débit, il y a les mobilités, les transports. Au-delà de cela, il y a les investissements dans les programmes d'avenir que sont la mise en valeur de la biodiversité, les énergies renouvelables. Qui ne voit pas que c'est quand même incroyable que vous soyez ici à La Réunion, si dépendant énergétiquement de production électrique extérieure, là où il y a les courants marins, il y a le soleil, il y a le vent, il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui de produire de l'énergie ici et d'être parfaitement autonome sur le plan énergétique. Je considère qu'il y a non seulement dans ce secteur la voie pour la structuration d'une filière, mais une filière qui est riche en emplois. Savez-vous que les énergies renouvelables, c'est 6 fois plus d'emplois que l'énergie nucléaire, et au-delà de cela, la souveraineté énergétique. Et bien, voilà un domaine dans lequel on peut faire beaucoup mieux dans les années à venir, et cela créera de l'emploi non délocalisable. Vous voyez qu'on parle du fond, on commence déjà. Alors vous souhaitez, et on continue de parler du fond, vous souhaitez faire des DOM des territoires prioritaires, avec entre autres, je dis bien entre autres, limiter le nombre d'élèves par classe, comme en REP, en fait, en zone d'éducation prioritaire, comme on les appelait anciennement. Vous comparez les DOM à des REP Comme les zones rurales défavorisées, là où il y a des c'est comparable alors. Des handicaps structurels, liés notamment à l'insularité, l'absence de continuité territoriale, un chômage extrêmement important et un décrochage plus important. Moi, je veux qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe. Le problème, c'est pas de les comparer. CP, CE1, CE2. CP, CE1, CE2, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cycle 2, là où se concentrent les apprentissages fondamentaux. C'est durant ces 3 années que le français et les mathématiques seront acquis bien ou mal. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe. C'est un objectif qui est un objectif important, donc il y aura des créations de postes supplémentaires dans l'éducation nationale. 3000 postes, en tout cas, c'est l'information que j'ai, c'est le cas, 3000 postes en tout cas, dans l'éducation, dans les territoires ultramarins. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut, là où il y aura 20 élèves maximum par classe, il faut davantage d'enseignants, donc on aura évidemment des créations beaucoup plus nombreuses de postes d'enseignants dans les territoires outre-mer qu'il n'y en aura en moyenne, en tout cas, dans l'Hexagone. Ça veut donc dire, en région ultramarine, en tout cas, plus de fonctionnaires, plus de surrémunération qui coûte déjà 1,3 milliard d'euros chaque année à l'État, surrémunération en tout cas dans l'éducation nationale notamment, qui peut aller jusqu'à 55%, 53% pour être exact. Oui, mais on dit tout ce que ça coûte. Mais qu'est-ce que ça rapporte, davantage de pouvoir d'achat? Ça rapporte aussi davantage de consommation, donc davantage d'emplois sur ce territoire. Marine Le Pen dit une inflation des prix due à des salaires trop importants. Mais je peux vous assurer qu'elle va vous mettre bien la corde au cou et qu'elle va bien la serrer, la corde au cou des Réunionnais, Marine Le Pen. Parce que remise en cause de la surrémunération, remise en cause des dotations à certaines collectivités locales, dans les faits, on va avoir quoi avec Marine Le Pen? Ceux qui sont pauvres aujourd'hui le seront encore plus demain. Et voulez-vous savoir quelle va être la première conséquence? Sortie de l'Europe. Donc l'ensemble des fonds aujourd'hui européens qui subventionnent l'agriculture réunionnaise, l'ensemble des fonds européens qui concourent par exemple au SMA. Ce qu'elle dit, Benoît Hamon, ce qu'elle dit, pardon de vous couper, ce qu'elle dit, c'est que eh bien, nous payons chaque année 23 milliards d'euros à l'Europe et qu'elle nous rapporte, c'est ce qu'elle dit, je ne fais que citer, et que ça nous rapporte 9 milliards en retour. Et donc vous croyez que Marine Le Pen Alors va je ne fais que citer, je ne fais que citer. Oui, donc Marine Le Pen va financer la Réunion. Mais ça, c'est des histoires racontées aux enfants. Donc vous avez, on peut y croire. Mais Marine Le Pen, aujourd'hui, elle va supprimer directement l'essentiel des revenus des agriculteurs réunionnais. Elle va supprimer directement les fonds qui sont ceux qui aujourd'hui financent, je parlais du SMA, mais bon nombre de travaux d'infrastructure qui sont aujourd'hui qui concernent directement la Réunion. Ça veut dire qu'elle va appauvrir du jour au lendemain, dès la première année, la Réunion. Donc on peut y croire, mais par ailleurs, bon, dans une île qui fait du métissage, de la tolérance, une des valeurs autour desquelles l'on vit, et on vit en harmonie,
le désordre qui serait celui de la France de Marine Le Pen, pardon de le dire, mais je pense qu'il est l'opposé. En tout cas, à La Réunion, il y a eu un sondage Ipsos-GIR qui donne Marine Le Pen, en tout cas, deuxième. Ça n'est qu'un sondage, on est d'accord, mais on donne dans ce sondage Marine Le Pen deuxième, juste derrière Emmanuel Macron. Et vous, vous êtes à 3%. À 3%, à La Réunion. Vous verrez. Vous voyez les sondages quand même. Honnêtement, ça fait rigoler. Et ça me fait rigoler. Et on se donnera rendez-vous le 23 avril. Parce que si j'étais à 3%, faut pas m'inviter, honnêtement, sérieusement. Ne perdez pas votre temps. Vous n'accordez pas de crédit à ce sondage, en tout cas. Hein. Non, mais pas vraiment, non. Bon, alors on va continuer de parler du fond. On a l'impression, Benoît Hamon, que toutes ces histoires d'argent, de dette publique, c'est pas, en tout cas, c'est pas vraiment votre problème. On a l'impression que vous voulez, vous, en tout cas, eh bien, embaucher plus de fonctionnaires, donner plus de dotations aux collectivités, augmenter le nombre de services publics, en tout cas, et que finalement, les dépenses, on verra après. Nos programmes sont chiffrés équivalents en termes de dépenses publiques, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron. Vous leur avez posé la question comme ça? Oui, je leur ai demandé, effectivement. Oui, ils sont venus, Emmanuel Macron était là la semaine dernière. Je vérifierai. Vous m'avez posé la question. Parce que moi, je ne dépense pas de manière, comment dire, dispendieuse d'argent public, je le concentre sur ceux qui en ont le plus besoin. Et je considère aujourd'hui que plutôt que de distribuer de l'argent à ceux qui en ont beaucoup, par exemple supprimer l'impôt sur la fortune, ce que proposent Emmanuel Macron et François Fillon, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il vaut mieux consacrer l'argent à soutenir aujourd'hui les revenus les plus modestes. C'est ma priorité. Et c'est là qu'il y a deux options différentes qui sont proposées à la présidentielle. Et je me le dis aux Réunionnais, vous avez des choix qui sont des choix entre continuer avec les solutions du passé ou choisir radicalement différemment. C'est ce que je propose. Et le revenu universel d'existence, il s'adressera à partir du 1er janvier 2018, notamment à tous les jeunes qui ont 18 ans. Et à partir de 18 ans, ils percevront 600 € par mois. Alors d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu quand même un petit changement sur ce revenu universel. En tout cas, on ne part pas sur les mêmes bases que ce que vous aviez promis pendant la primaire. Pourquoi il y a eu le changement? C'est quand même incroyable. J'avais dit, le revenu universel, c'est une fusée à plusieurs étages. Ouais. Il y a une fusée à plusieurs étages, et le dernier étage, c'est-à-dire la distribution d'un revenu universel pour tous, elle ne se fera qu'au terme de mon quinquennat, voire même au-delà. J'avais dit, il faut une première étape qui soit finançable. Et cette première étape, c'est celle que je mets sur la table, et qui n'aménage pas fondamentalement ma proposition, elle est la première étape. La première étape, ce sera donc de permettre à toute personne à partir de 18 ans d'avoir un minimum de 600 € par mois. Aujourd'hui, il n'y a pas de revenu de RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. Il y a la garantie jeune, mais pas de RSA. Donc je veux que le revenu universel, minimum de 600 € soit versé à partir de 18 ans. Que se passera-t-il? Un exemple très concret. Je suis une caissière aujourd'hui. Je travaille à mi-temps. J'ai 600 € parce que c'est l'équivalent d'un demi-SMIC. Eh bien, demain, grâce au revenu universel, je percevrai 400 € de plus. C'est-à-dire pas tout le revenu universel. Le revenu universel, c'est 600 €, mais comme je travaille, je percevrai un peu moins des 600 €, mais 400 €. Ça me fera 1000 € par mois. Donc dans la limite d'1,9 SMIC, hein, c'est ça. Dans la limite de 2200 € net par mois, on percevra une fraction supplémentaire, une fraction de revenus supplémentaires. Cela veut dire quoi? Que nous valorisons le travail. Aujourd'hui, on peut être incité à rester chez soi, parce que finalement, les minima sociaux seraient aussi élevés qu'un SMIC à mi-temps. Eh bien, un SMIC à mi-temps demain, vous le percevrez toujours, mais vous aurez en plus 400 €. Donc vous passerez de 600 à 1000 € en travaillant. Alors par contre, ceux qui, par exemple, à 25 ans, ont un emploi, comme les diplômés des grandes écoles, dont l'insertion sur le marché est quand même plus rapide et un petit peu plus facile, ceux-là, en tout cas, vous dites, n'ont pas vocation à recevoir la même somme que les autres, voire pas du tout. Ça dépend à combien ils sont payés. Si vous rentrez sur le marché du travail à 3000 €, donc vous n'aurez pas de revenu universel. Si vous rentrez à 1200 ou 1300 €, vous aurez au SMIC par exemple, le SMIC il est aujourd'hui à 1150 € à plein temps, vous aurez 200 € de plus, vous passerez à 1350 €. Je veux, moi, d'abord consolider le travail et les revenus de ceux qui ont des métiers qui sont des métiers les plus difficiles, souvent les métiers les plus pénibles, et qui sont les moins bien payés. C'est-à-dire pour qui, une fois payé toutes les factures, une fois payé le loyer, une fois payé la mutuelle, il leur reste peu de revenus disponibles. C'est à eux vers eux que je veux concentrer la première étape du revenu universel. Alors, on rappelle que tout à l'heure, effectivement, je disais que vous étiez à 3% dans les sondages, vous êtes à 9, effectivement, 9%. Pardon pour cette méprise. Multiplié par 3 en 2 minutes, c'est bien. Ben voilà, très bien. Belle hausse, en tout cas, c'est l'effet Freedom. Alors, on va continuer de parler de ce revenu universel. C'est vrai qu'à plus de 2200 €, on ne touchera pas donc de revenu universel. Non, pas dans la première étape, parce que c'est pas là que ça se justifie. Fondamentalement, le revenu universel, il a vocation à quoi? À permettre d'abord à ceux qui travaillent et qui ont un travail pénible, donc je vous le dis, de gagner davantage d'argent. Et puis même, prenons quelqu'un qui a plein temps.
quelqu'un qui a un plein temps mais qui ne peut pas, avec son salaire, s'occuper correctement de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas le temps, justement, parce que les moments où il travaille, on n'a pas forcément le temps de pouvoir s'occuper correctement de ses enfants. Et bien là, on pourra passer d'un plein temps à un mi-temps ou à un temps partiel, et grâce au revenu universel, on ne perdra pas de pouvoir d'achat. Et je pense notamment aux femmes qui occupent aujourd'hui beaucoup d'emplois peu ou pas qualifiés, et qui aimeraient pouvoir consacrer davantage de temps à leur vie, à leur famille. C'est valable pour les hommes également, mais c'est un complément de revenu qui est un complément de revenu qui sera indispensable. Ou un Ça va coûter combien tout ça? Ça va coûter combien? 35 milliards d'euros, c'est-à-dire à l'année, moins que le pacte de responsabilité, le CICE, qui a été adopté, qui coûtait 40 milliards. Alors, vous voulez, on referme à la page revenu universel d'existence, vous voulez, Benoît Hamon, un fonds d'intervention pour l'égalité réelle entre la métropole et les Outre-mer. Ça n'a pas suffi le passage d'Erika Barredge au poste de secrétaire d'État, justement? C'est elle qui l'a créé. La question, c'est comment abonder ce fonds de crédit supplémentaire pour faire en sorte que cette excellente idée qui permettra de financer des travaux d'infrastructure lourds, indispensables, puisse passer, justement, être crédité de fonds suffisants pour que les ultramarins aient le sentiment que, voilà, au-delà du fonds qui est créé, ce sont des réalisations très concrètes que l'on peut voir naître ici comme ailleurs dans les Outre-mer. Très bien. Alors, Benoît Hamon, vous le savez, on est sur Freedom, il y a les auditeurs. Exactement, exactement. Et les auditeurs vont vous poser leurs questions. Il nous reste, je pense, allez, un quart d'heure, une demi-heure d'émission. Vous partirez à 11h, un peu plus d'11h en tout cas, et vous allez pouvoir répondre donc à nos auditeurs qui sont 11h10, vous partirez, on me le dit à l'instant à l'oreillette, 11h10, il nous reste à peu près 25 minutes d'émission et les auditeurs ont la parole, il y aura des appels partisans, on peut le dire, et puis d'autres qui le seront un peu moins, mais vous n'êtes pas, j'imagine, opposés à ça, c'est la démocratie. Allez, on commence, 02 62 99 12 00, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous avez une question, Benoît Hamon vous écoute. Bonjour monsieur. Troisième. C'est quoi ça? Il n'a pas une question difficile. Alors, votre question claire, monsieur, si possible. Votre question, monsieur, si possible, alors. Oui, mais en fait, le but, c'est d'avoir le maximum d'auditeurs. Alors, nous avons beaucoup d'appels. Voilà, il y a beaucoup d'appels, par respect pour les autres. Alors, les questions. Bon voilà, alors en admettant que vous soyez au second tour, je clarifie la question, en admettant que vous soyez au second tour, est-ce qu'il y aura de possibles arrangements? Et j'entends, je pense que en toile de fond, cet auditeur veut parler de Jean-Luc Mélenchon. Moi j'avais déjà dit que je voulais faire un gouvernement de toute la gauche, donc oui, je me tournerai vers toute la gauche. Et j'aspire à ce que dans mon gouvernement, le ou la première ministre et des ministres qui soient issus de toutes les formations de gauche, y compris de celles et ceux qui soutiennent aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Moi, c'est un engagement que je prends. Je pense que la gauche n'a transformé ce pays, n'a obtenu des conquêtes sociales pour les habitants que quand elle était rassemblée. Allez, on continue avec les questions d'auditeurs. 02 62 99 12 00. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Oui. madame. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Alors oui, mais il y a déjà des dispositifs qui en théorie existent aujourd'hui pour soutenir en tout cas les créateurs d'entreprises, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est quand on a une bonne idée, c'est d'abord de
pouvoir trouver un environnement dans lequel on transforme cette idée en un premier projet. Est-ce que ce projet est viable? Est-ce qu'il y a des clients potentiels? Est-ce que ces clients sont à La Réunion? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il faut réunir comme crédit? Est-ce qu'il y a des banques qui vous prêteront de l'argent? Et dans ce domaine-là, moi je souhaite faire beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui, parce que je constate que il y a parfois des territoires, grâce à l'intervention de la région, grâce à l'intervention du département, qui permettent finalement d'amorcer une idée, mais on a peine aujourd'hui à développer des idées jusqu'à maturité, au moment où il faut justement demander aux banques qu'elles vous soutiennent suffisamment longtemps pour pouvoir développer votre activité et commencer à faire des bénéfices et ensuite rembourser les emprunts qui ont été nécessaires pour créer de l'activité. Donc moi je ferai en sorte que la Banque publique d'investissement qui aujourd'hui existe, viennent au soutien des créateurs d'entreprises et des jeunes créateurs d'entreprises, de façon à se porter garant auprès des banques des prêts qui sont nécessaires à créer une activité. C'est un point important parce qu'aujourd'hui on sait que si on n'amorce pas d'une manière ou d'une autre par des prêts, donc de l'argent liquide, des liquidités, un projet de création d'entreprise, la plupart du temps, eh bien ces jolies idées vont directement au cimetière des bonnes idées, et hélas, derrière ce sont des possibles chefs d'entreprise qui ne voient pas naître leur activité. Je rebondis sur la question de cette auditrice, l'exonération, l'ODEUM, en tout cas pour ceux qui payent le RSI, est-ce que vous voulez vous la maintenir? Oui. Ou ouais, c'est important pour vous? Oui, je pense qu'il faut garantir l'environnement qui soit le plus favorable à le maintien, la création d'activités. Et je le dis très franchement, il n'y a rien de trop, en fait. Je pense aujourd'hui à La Réunion. On peut toujours regarder l'efficacité de tel ou tel dispositif, mais dans les faits, il n'y a rien de trop. Une des mesures que je veux prendre, par contre, et qui est importante, je vais insister dessus, j'ai croisé beaucoup de chefs d'entreprise qui disent, des fois on connaît des creux dans les commandes. Et durant ces creux dans les commandes, le problème c'est qu'on a nos fournisseurs qui réclament toujours qu'on paye les factures. On n'a plus de trésorerie pour pouvoir payer les factures, et parfois on est obligé de mettre la clé sous la porte. Là encore, je veux qu'avec la Banque publique d'investissement, on puisse avoir un dispositif qui permet à la Banque publique d'investissement de se porter garant auprès de vos créanciers du fait qu'ils seront remboursés le temps nécessaire pour que l'entreprise retrouve le muscle suffisant pour pouvoir, elle, payer ses factures. Tout le monde a connu des périodes difficiles quand on a une entreprise. Moi-même, j'ai travaillé dans le privé, j'ai connu cela. Et bien, si on n'a pas parfois un garant derrière, c'est difficile de se relever. Voilà la raison pour laquelle je proposerais donc que la BPI se porte garant des créances des PME réunionnaises à l'égard justement de leurs fournisseurs, de façon à pouvoir passer le cap difficile qu'elles peuvent avoir parfois. On continue au standard 02 62 99 12 00. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Hamon. Bonjour madame. Tout d'abord, bienvenue à La Réunion. Merci. Moi j'ai une question qui concerne l'éducation nationale. Je vais vous expliquer ma situation. Voilà, je suis maman. J'ai un enfant qui est scolarisé en terminale S. Et figurez-vous qu'il n'a pas eu de cours de maths pendant plus de 2 mois. Parce que sa prof de maths est partie en congé maternité. Donc, pas de remplacement, je n'ai pas identifié le professeur. Et le professeur adjoint, il avait été noté. En mathématiques, vous m'avez dit, hein? Oui, en ES. Bah oui. Excellente question. Excellente question parce que vous touchez là un problème très concret. Mais je vais vous la faire tout de suite. D'abord, les mathématiques, c'est une des disciplines dans lesquelles on a le plus de mal à recruter des nouveaux professeurs. Pourquoi? Parce que les diplômés en mathématiques aujourd'hui sont très attirés par les métiers de l'informatique, du numérique, qui sont mieux payés que dans l'éducation nationale, pour faire simple. Et donc, ils préfèrent souvent être ingénieurs dans ce secteur-là que professeurs de mathématiques. Donc, ça suppose qu'on rende plus attractif la carrière aujourd'hui, ou plus attractive, pardon, la carrière d'enseignant, sinon on aura un vrai problème de recrutement. Première réponse. La seconde réponse, elle concerne directement votre situation. Ce que moi je considère, c'est qu'il est inacceptable, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quelle autre discipline, en lycée ou en collège, se retrouver dans la situation où, alors on va avoir, alors encore plus en terminale, un
examen important à passer, on se retrouve sans professeur. Donc l'engagement que j'ai pris, c'est de créer des postes de professeurs et que ces postes de professeurs soient notamment affectés aux brigades de remplacement de façon à faire face, qu'il s'agisse ici de la Réunion ou de n'importe quelle académie en France, n'importe quel rectorat, de se retrouver de pouvoir faire face à ces besoins qui sont liés à un congé maternité, à un congé maladie parfois d'un enseignant et qui amènent à ce qu'on se retrouve aujourd'hui pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois comme vous le dites, sans professeur. Donc des brigades de remplacement qui seront dotées de milliers d'enseignants supplémentaires avec des postes qui seront créés à partir de la rentrée prochaine pour faire face à ces situations. Mais vous avez entièrement raison de vous plaindre et c'est parfaitement légitime. Je ne peux pas vous dire que sur ce point, vous avez peur. On continue au 02 62 99 12 00. Bonjour. Merci. C'est incroyable, tout le monde me dit bienvenue. Bah, On est poli, on est poli. Oui, mais je remarqué ça, c'est toujours très sympa et hospitalier. Oui, 10% puisqu'il sera porté à 600 € immédiatement. Mais c'est surtout que le revenu universel sera cumulable toujours avec les autres aides, aide au logement, allocation adulte handicapé, et le minimum pour vivre sera de 600 €. Merci. Merci. Juste une question complémentaire. C'est vrai que vos détracteurs, vos adversaires disent que, en tout cas, augmenter le RSA, c'est une forme d'encouragement à l'assistanat. Je ne fais que citer là encore. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors c'est une bonne remarque, c'est est-ce qu'en augmentant le RSA, on n'encourage pas les gens à ne pas travailler? Et je disais qu'à partir du moment où le revenu universel est aussi versé à ceux qui travaillent, il vaut mieux travailler. Pour le coup, c'est pas une incitation à ne pas travailler, on améliore la rémunération de ceux qui travaillent. Donc je pense qu'au contraire, c'est une revalorisation de la valeur travail. Et ceux qui me reprochent ça sont ceux qui suppriment l'ISF. Donc qui sont les assistés? Les riches ou les pauvres? Moi je dis que aujourd'hui, le problème de ce pays, c'est quand on supprime l'ISF, c'est qu'on fait des riches les plus assistés. L'ISF qui ne rapporte pas beaucoup. 5 milliards, pardon. 5 milliards, mais c'est quand même, par rapport à la TVA par exemple, en tout cas. D'accord, mais bon, 5 milliards, moi je vais faire 2-3 trucs avec 5 milliards si vous voulez. Très bien, c'est votre réponse. Allez, on continue, 02 62 99 12 00. Quand je dis je fais 2-3 trucs pour le pays. Bien sûr, on avait compris. Non, mais... c'est vrai que c'est important de le préciser en ces temps compliqués. Allez. Madame, bonjour. C'est à votre tour, madame, bonjour. Merci, bonjour madame. Non, je pense qu'à terme, je pense que tant que le RSI existe, pour l'instant, moi je souhaite qu'il y ait un statut social unique de l'actif. La réforme que je mettrai en place, elle vise demain à faire en sorte que, à revenu égal, cotisation égale, protection sociale identique, que vous soyez artisan, profession libérale ou salarié, c'est mon objectif sur le quinquennat. Et ça va prendre un peu de temps, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on fait absorber le RSI par le régime général et qu'on harmonise les statuts, mais c'est mon objectif sur le quinquennat. Ah oui, je suis bien d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais...
Bon, on vous... Ah non, mais moi je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis que demain, parce que ça n'est pas juste aujourd'hui, le fait que quand on est artisan, on se retrouve dans une situation de fragilité dès lors qu'on est malade, je pense que c'est pareil quand on est auto-entrepreneur, on est mal protégé aujourd'hui. Je pense qu'il faut arriver, puisque les formes de travail évoluent, à des mécanismes où, ce que j'ai appelé le statut social unique de l'actif, vous gagnez tant, vous cotisez tant, vous avez la même protection que vous soyez salarié ou artisan. Le statut social unique de l'actif, voilà. Régime unique, je rebondis un petit peu, j'extrapole la question, mais régime unique de retraite comme le propose par exemple Emmanuel Macron. Égalité et alignement du public sur le privé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, mais il propose le système par points. Voilà. Par point, vous donnez la valeur, c'est le gouvernement qui décide, ou le législateur, l'Assemblée nationale, doit donner la valeur. Demain, c'est directement, pour ceux qui ont une carrière hachée, une diminution de la retraite, notamment de la retraite des femmes. C'est ça le système de retraite par points. Donc je n'y suis pas favorable. Parce que derrière cette idée sur laquelle on va mettre de l'égalité, en fait, le but de cette réforme-là, c'est de baisser les retraites, pour qu'on ait moins à payer de retraite. Et notamment, on baissera les retraites de qui? De ceux qui ont eu des carrières hachées. Vous êtes sur le marché du travail vous-même, là. Vous savez que vous allez avoir des carrières beaucoup différentes de celles de vos parents, beaucoup moins linéaires, où il y aura du travail salarié, du travail non salarié, des périodes de formation. Donc vous aurez des carrières beaucoup plus hachées. Là, vous aurez une plus petite retraite avec le système par points de M. Macron que ce à quoi vous pouvez aspirer par le régime tel qu'il existe par répartition aujourd'hui. Donc je ne suis pas favorable à cette réforme-là. En tout cas, en tout cas, calculer la retraite des fonctionnaires non plus sur les 6 derniers mois, mais par exemple prendre en compte les 25 meilleures années, comme dans le privé. Il va baisser la retraite des fonctionnaires, donc. Ah ben je ne sais pas. Ah, si, Est-ce que calculer sur les 6 derniers mois c'est plus avantageux que calculer sur les 25? Parce que vous calculez sur Lui dit que non. Ah ben non, mais il a les FIF, les fonctionnaires font leurs calculs, et eux savent que ça va leur baisser leur retraite. Donc il a le droit, tout seul dans sa petite tour d'ivoire, pourtant un ancien énarque qui devrait savoir calculer, non? Alors bon, en tout cas, ancien banquier. Vous dites que du coup les salariés du privé sont un petit peu désavantagés par rapport au calcul de la retraite, parce que là du coup c'est... Incontestablement, aujourd'hui ils le sont. Bah alors, donc c'est pour ça et cette inégalité alors? Oui, mais cette inégalité, il y a ceux qui disent, comme il y a une inégalité, le privé est moins avantagé, baissons la retraite de tout le monde. Donc pas de nivellement vers le bas, c'est ça que je vous dis? Je ne souhaite pas un nivellement par le bas, non. Allez, on continue, 0262. Sur notre standard, on vous rejoint. Freedom, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes en direct, monsieur, allez-y. Bonjour monsieur. C'est vrai que c'est une interrogation qu'on a beaucoup sur l'antenne depuis quelques jours. On ne comprend pas pourquoi vous ne rejoignez pas Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne me rejoint pas? Parce que lui, peut-être que, là encore, ce sont des sondages, mais il est devant vous. Il est à 16%, en tout cas, là, ce matin. Mais il était derrière moi avant, et on ne lui posait pas la question. Bon bref, en fait c'est un jeu un peu stupide. C'est qu'en gros, aujourd'hui, on dit des choses différentes dans cette campagne. Ce qui ne veut pas dire que demain, on ne pourrait pas gouverner ensemble. Mais on dit des choses différentes. Moi, aujourd'hui, je suis le seul à porter une mesure qui va être une mesure qui va avoir un impact sur la feuille de paie, sans dire qu'il faut augmenter les salaires. C'est gentil de dire on augmente les salaires, mais ce sont les chefs d'entreprise qui décident d'augmenter les salaires. Avec le revenu universel d'existence, ça a un impact direct sur les salaires et sur la feuille de paie. Et ben moi, je préfère prendre à bras le corps la question du travail et du revenu du travail plutôt que de dire il faut augmenter les salaires. Voilà. C'était pas la question, pardon, monsieur Hamon, mais c'était pas la question de l'auditeur. Mais c'est pour ça qu'il y a deux candidatures. Voilà, c'est ma réponse. Ça veut dire que, admettons, si vous, Jean-Luc Mélenchon, êtes au second tour, là par contre, bon, ce sera compliqué quand même de vous réconcilier, sans dire que vous êtes en guerre, pardon, mais en tout cas de vous allier. Mais non, mais toujours eu un désistement pour le candidat de gauche qui est... Ouais. Est-ce que les électeurs suivront du coup? Écoutez, on n'est pas maître des électeurs. Moi, je dirais ce que je pense juste de faire. Si Jean-Luc Mélenchon était au second tour face à François Fillon ou Marine Le Pen, évidemment que j'appellerai à voter Jean-Luc Mélenchon. Et vice-versa, il appellera à voter pour moi dans l'autre... Mais on n'est pas maître des électeurs. Après, ils font ce qu'ils veulent dans l'isoloir. Allez, on continue. Les questions sont nombreuses, on vous rejoint. Freedom, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Merci. Pour la région. Merci. J'ai une petite question supplémentaire. Pour moi, je suis parent d'élèves dans une école dans une école. Oui.
Alors, sur la violence en particulier ici, moi j'ai fait deux propositions. En particulier, d'abord évidemment que les créations d'effectifs supplémentaires concernent la Réunion, puisque je souhaite qu'il y ait des créations de postes supplémentaires de gendarmes et de policiers. On peut pas, je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, on en a supprimé 12 000 pour toute la France, et donc ça a impacté tous les territoires, et il y a eu donc plus d'insécurité. Donc, sous le dernier quinquennat, on a créé à peu près 10 000 postes supplémentaires. Moi, je souhaite poursuivre cet effort-là, première chose. La deuxième chose, je souhaite qu'il y ait la création ici, comme dans les autres départements d'outre-mer, d'une compagnie, qui est une compagnie départementale d'intervention de nuit, parce que nous manquons aujourd'hui d'effectifs de police la nuit. Les patrouilles la nuit, elles sont nécessaires. Il faudra donc des créations de compagnies spécifiques pour cela. Et c'est valable pour la Réunion, particulièrement Saint-Denis aussi, et comme pour les autres outre-mer. Et enfin, je souhaite que les policiers, quand ils interviennent en zone de sécurité prioritaire, soient mieux payés qu'ils ne le sont aujourd'hui. On a un principe de surrémunération des enseignants quand ils enseignent dans les zones d'éducation prioritaire. Je souhaite que ce soit la même chose pour les primes qui concernent les policiers quand ils sont en zone de sécurité prioritaire. Au-delà de cela, je veux faire porter l'effort sur la lutte contre le harcèlement à l'école. C'est devenu un vrai fléau dans un certain nombre d'établissements où on voit des enfants être victimes de raquettes, de violences, de harcèlement, ce qui suppose que la communauté éducative détecte ces réalités-là, que les enfants puissent témoigner du harcèlement dont ils sont victimes sans craindre de représailles supplémentaires. Voilà un travail presque de dentelle qu'il faut faire, parce que c'est presque école par école, en discutant avec la communauté éducative, qu'on perçoit si oui ou non un certain nombre d'enfants sont exposés à des violences plus fortes qu'ailleurs. Voilà. Il nous reste 4 minutes. On va essayer de prendre un maximum d'auditeurs. Allô? Freedom, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Merci. Ouais, c'est gentil. Allez. Ah, bah, à mon grand regret aussi. En fait, en raison du débat qui aura lieu mardi et du fait que je suis aussi l'invité sur France Télévisions lundi soir leur grosse émission, pas l'émission politique, mais qui m'oblige à rentrer un peu plus tôt pour préparer un tout petit peu ces deux grands rendez-vous politiques et médiatiques et écourter donc mon séjour à La Réunion. Ma réponse sur les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Ce sont ces substances toxiques que l'on trouve parfois dans les aliments, parfois dans l'eau, parfois dans des vêtements que l'on porte et qui accélèrent des maladies chroniques, des cancers, des diabètes. Bref, on meurt aujourd'hui en France d'absorber ces perturbateurs endocriniens. Ils sont dangereux surtout quand on est exposé à plusieurs perturbateurs à la fois, et ils sont dangereux dès le plus jeune âge. Et ça, c'est lié à nos modes de production, à la façon dont notre industrie travaille, à la façon dont notre agriculture travaille. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris un engagement qu'il y ait une interdiction stricte de ces substances dont on connaît l'existence, dès lors qu'elles ont un impact négatif sur la santé, et qu'on obligera donc les industriels à travailler avec d'autres process que ceux qui aujourd'hui mettent en danger notre santé. C'est une décision lourde, mais là où vous avez raison, c'est de dire, bah, écoutez, vous êtes sympathique, mais si vous supprimez cela et que vous nous encouragez à manger bio, mais que le bio c'est cher, comment fait-on? Et la proposition que j'ai faite, c'est qu'il y ait un taux de TVA réduit sur le bio, de façon à faire baisser le prix du bio à la consommation, et que ce ne soit plus aujourd'hui le prix du bio une raison pour continuer à manger des produits conventionnels, même s'il y en a d'excellente qualité. Il n'y a pas que le bio qui est bon. Le bio, c'est une garantie. Mais il y a aujourd'hui, fort heureusement, et je veux le dire parce que je reviens de Martinique, en Martinique, la banane Cavendish, faite en
manière conventionnelle, elle est meilleure du point de vue de la santé que la banane bio qui vient d'Amérique du Sud, parce qu'elle est faite selon un label bio qui n'est pas celui de l'Europe. Donc, sachez-le quand même. Voilà. Merci Madame pour cette question. Merci à tous les auditeurs qui eh bien, sont intervenus pendant ces 3 quarts d'heure sur l'antenne de Freedom. Benoît Hamon rappelle qu'à 14h30, vous êtes attendu à Saint-Joseph avec eh bien, Patrick Le Breton, notamment le maire de Saint-Joseph, pour un grand meeting. On attend beaucoup de monde sur place et vous repartirez. Donc ce soir, c'est ça pour la métropole, une visite express mais riche en tout cas. Oui. Merci Benoît Hamon. Merci à vous.